Bonjour, merci de votre accueil, de votre invitation. Alors je vais vous présenter un travail qui s'inscrit dans le cadre d'une chaire qui s'appelle l'IMPACT, vers les filières, qui se concentre autour des problématiques de la qualité, des démarches qualité dans les filières agroalimentaires et dans les territoires. C'est une chaire qui est uniquement dédiée aux réflexions scientifiques, qui est portée par trois écoles d'ingénieurs, ANSAT Toulouse, une école d'ingénieurs à Purpan aussi, et un institut agro. Elle est aussi co-construite avec l'Institut national de la qualité et de l'origine dans l'Occitanie, c'est-à-dire Cali. Et son fonctionnement, elle fonctionne grâce à l'association de l'Université fédérale, le Fonds de dotation de l'Université fédérale. On travaille sur différents enjeux qu'on a déclinés donc, par axe, les attentes des consommateurs, les questions de gouvernance et de renouvellement de génération, la formation des prix et la valeur et les incertitudes. Donc l'enjeu, c'est de réanimer, en fait, animer la recherche sur ces questions-là, bien avec les problématiques qualité, avec en vue d'analyse qualité, et de répondre aux attentes en fait, des entreprises qui adhèrent. Donc là, je vais vous présenter une enquête qui a été faite. Donc, je dois excuser l'absence de mon collègue François Burset qui n'a pas pu finir. Alors, c'est une enquête qui a été réalisée avec les étudiants de l'ANSAT, petit groupe d'étudiants de l'ANSAT, dirigé par François, et je les accompagnais. Donc, je vais peut-être un petit peu lire les diapos. L'enquête a été motivée par l'idée que la filière viticole avait quand même traversé pas mal de crises au cours de ces 2 dernières années, donc c'est pas non plus nouveau, les viticoles, on les connaît depuis très longtemps. On s'est demandé qu'est-ce qu'avait de particulier cette crise. Et puis ensuite, on a rencontré Florence Barthès, avec qui on a travaillé sur et motiver une étude auprès des producteurs et des différents acteurs de la filière. Vous avez là aussi le rendu de cette étude qui commence par juste un petit cadrage rapide sur la filière et quelques lectures, les hommes, les produits, les territoires. Donc, une crise marquée, bon, vous savez tout, je ne vais pas insister. Donc, d'abord, l'IGP DOC, c'est une filière qui compte dans le bassin régional, mais pas que au niveau national. Aussi. Donc, il y a énormément d'acteurs, il y a pas mal d'enjeux. Et donc, il y a une dynamique qui est voulue par Rachel et Mme Barthès autour de cette qualification, cette IGP PIMPIDOC qui a été précurseur dans le sens qu'elle a mis en avant d'abord les cépages, ils ont mis en avant les cépages dans une IGP, alors qu'habituellement, on met en avant les territoires. Alors la crise, elle est de différentes natures, elle peut être conjoncturelle, on peut le souhaiter, mais elle peut être aussi structurelle, et on peut la lister, donc les règlements climatiques, structurels. Est-ce que la crise est débouchée, la mondialisation, est-ce que c'est passager ou est-ce que ça va changer pas mal les structures de la production. Et on s'est plutôt dit que finalement, il y avait aussi un autre problème qui pouvait être beaucoup plus structurel, c'est le problème du renouvellement des générations. Le travail était plutôt axé là-dessus. Quels sont les futurs, les prochains producteurs viticoles dans la région? Sachant que voilà, 5 départs à la retraite correspond seulement à deux installations. Ça, c'est dans le monde agricole. Et dans le monde viticole, on va voir que c'est aussi une question. Donc, on a évidemment
dans la presse, regarder la presse locale sur les crises et les incertitudes, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'incertitudes qui étaient ressenties par la plupart des acteurs. Donc, on a essayé de chercher à savoir comment, malgré cette incertitude, ils arrivaient à se projeter à 10 ans et quels outils de résilience, quels moyens, quelles solutions pouvaient être envisagées. En fait, on n'a pas apporté de solutions, on a cherché à savoir quelles étaient les solutions qui étaient portées par les producteurs et les industries. Donc, on a eu cette grille de lecture, les hommes, les produits et le territoire. Été porté, donc, on a fait 23 entretiens, donc avec quelques douzaine, 12 étudiants. Ça en l'automne dernier. Donc, en résultat, on avait posé un certain nombre d'hypothèses. Mon premier résultat, on peut dire, est-ce que le problème de renouvellement de des générations est important ou pas, ressenti de façon importante ou pas? Manifestement, oui, c'est un problème qui les préoccupe. Alors, comment ils envisagent la suite? Beaucoup, enfin, une certaine partie, on a même gens d'accord qui est d'accord pour une hypothèse 2, beaucoup envisagent finalement la reprise d'un acquéreur extérieur. Et peu envisagent des idées d'association, des idées même de délégation, et tout le monde s'attend, enfin beaucoup s'attendent à l'apparition d'un nouveau profil, de vignerons. Ensuite, ce que déplore aussi, ce que déplorent peut-être les vignerons, c'est le manque de renouvellement des générations dans tout ce qui est organisation collective professionnelle. Autre hypothèse qu'on a testée, est-ce que ce manque de renouvellement de génération va avoir un effet sur le potentiel de production? Ben là, ce n'était pas si évident que ça, parce que le potentiel peut être pris par d'autres, même si c'est l'extérieur. Mais c'est demandé, mais s'il y a un problème d'installation, par exemple, est-ce que les coopératives pouvaient prendre en charge, est-ce qu'il était attendu que les coopératives ou d'autres acteurs de la vague pouvaient prendre en charge, accompagner la production? En fait, la prise en charge, elle n'est pas forcément attendue. Ce qui est attendu surtout, c'est finalement de l'accompagnement. Et voilà, pas forcément non plus des réseaux très forts. Ensuite, bon, est-ce que l'avantage concurrentiel était de l'IGP, la production était bien perçue? En fait, finalement, il y a beaucoup de producteurs qui ne se posent pas beaucoup de questions sur ce que fait l'IGP-DOC. Mais bon, on va y revenir. Ça dépend des profils des producteurs. Il y a une étude de profil qui a été faite. Donc, la multiplication, bien sûr, des signes de qualité, des démarches de qualité, notamment là, le gros dossier HVE et le dossier de la rentrée, ça s'est vu plutôt comme des contraintes par les producteurs. Encore une contrainte de plus, sans forcément avoir, ça se traduit finalement par des values. Sur le territoire, il y a eu le Covid, la perte des débouchés, notamment en GMS. Ils ont peut-être pas vraiment utilisé tous ces dispositifs. Donc, il y avait aussi la crise, la problématique de l'assurance gel. Donc, ils estiment que les politiques ne sont pas peut-être qu'ils ne tiennent pas assez, soutenus de façon assez ponctuelle finalement, et pas dans le temps, c'est assez récurrent ce genre de questions. En fait, ces réponses-là, elles ne sont pas si uniformes que ça. C'est pour ça qu'il a fallu faire en fait des profils d'acteurs. Alors,
pour établir ces profils, on a utilisé une analyse un peu discriminatoire en se disant qu'il y a deux axes de réflexion sur leur avenir. La première, c'est leur environnement, donc l'axe vertical. Et la deuxième, c'est leur stratégie interne, leur stratégie propre, l'action propre. Donc l'axe de l'environnement, c'était plutôt environnement au sens large, hein, social, économique, et l'axe horizontal, c'est un axe plutôt stratégique. Donc on a identifié différents types de profils de producteurs et d'acteurs en général. Donc on a identifié d'abord les contrats. Alors c'est le profil le plus pessimiste, donc qui finalement envisage de suivre le mouvement, mais ont de plus en plus de mal à suivre le mouvement. Par exemple, une conversion en duo, dans ce cas-là, ça veut dire simplement je me plie à des contraintes parce qu'il faut passer par là, mais il n'y a pas de conditions, pas plus de conditions que ça. Donc là, en ligne optique, il y avait le profil de Victor. Je pourrais peut-être dire, sur une fac, on va développer l'étude, enfin, on mettra l'étude exhaustive. Donc les contraintes, donc, il y a les conquérants, par contre, qui eux cherchent des solutions et à travers ça, cherchent aussi des opportunités de marché qui ont en fait pas besoin d'investir, qui ont déjà un capital Bitcoin et un niveau qui essaye, alors là, ils testent plusieurs cépages, ils testent aussi des cépages résistants, etc., pour trouver des solutions, notamment l'incertitude au crise. Il y a les héritiers, donc eux qui se sont donnés comme projet de maintenir, de transmettre le domaine familial, en diversifiant, en valorisant le domaine, en diversifiant les activités, notamment avec de l'œnotourisme, on en parlera tout à l'heure. Et il y a les commençants qui sont plutôt qui attendent, qui sont toujours tournés vers le collectif, vers les organisations professionnelles, mais qui attendent aussi que ça vienne des organisations professionnelles. Donc, ils ne sont pas tellement proactifs pour autant. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie de produit, chaque vigneron avait sa représentation de la stratégie de produit. Certains voient le produit comme une simple, traditionnellement le symbole d'un territoire à défendre, donc ils jonglent entre l'IGP, les AOP, etc. Et les innovations, elles sont plutôt sur les techniques agronomiques et agronomiques. Ensuite, il y a d'autres qui utilisent, finalement, conçoivent la production, le produit comme un lieu d'expérimentation et veulent introduire finalement, ils ne veulent pas vendre simplement le produit, mais toute une expérience. Donc là aussi, on voit le développement aussi de tourisme. Sinon, il y a le produit comme expérience, donc c'est vraiment l'idée de s'interroger sur le devenir des marchés à l'export. Et après, il y a ceux qui mettent dans le produit toutes leurs conditions notamment environnementales et agronomiques. Voilà, c'était, j'ai peut-être, là j'en ai trop de slides, je pense. Donc ça, c'est le symbole du terroir, on le voit à l'étiquette. Hein, d'expérience, on voit un peu une bouteille très originale. Que la marchandise, donc tournée vers le rosé, ce qui fait aussi le dynamique des marchés dans nos régions aujourd'hui. Et puis la conviction, donc un produit vert par excellence. On a aussi donc interrogé sur à quoi servait le territoire, comment les acteurs voient le territoire. Donc là aussi, on a identifié des profils. Donc avec un territoire qui est un simple
de production ou un territoire qui est aussi un territoire social. Donc, on a identifié un profil donc, de vigneron qui est donc déjà expérimenté, qui a une certaine expérience, qui est bon, qui est prêt à arrêter demain et peut-être aller ailleurs s'il le faut, qui est assez découragé, désabusé par rapport à la situation. Il y a le profil, ça ressemble un peu au commençon, hein, le profil du territoire refuge, donc qui attend un peu des organisations collectives et puis qui aimerait avoir un petit peu plus de certitude, et notamment sur l'avenir de son exploitation. Vous avez donc deux profils qui en fait sont peut-être porteurs d'une vision du futur des vignerons. Donc il y a Claire qui vient et néo-vigneronne, hein, mais essaye tout au niveau local, le tourisme, et qui veut, c'est prête en fait à s'investir, mais dans un réseau interindividuel qu'elle aurait construit, pas un réseau qui existe déjà, qui est superstifié. Donc, l'enjeu, c'est aussi d'essayer de voir, contacter aussi ces profils-là pour faire un petit peu plus de territoire et de collectif. L'autre profil, c'est Thierry. Donc, lui, il est vigneron de Perrentin. Et ça, le domaine est un domaine plutôt familial. Et lui, il croit, voilà, donc, il est lui porteur aussi d'avenir et de collectif. Donc, en fait, l'enjeu pour l'avenir de cette filière-là, ça serait de pouvoir d'accompagner ceux qui sont un peu plus pessimistes et désespérés, hein, et d'essayer de contacter des néo-vignerons qui veulent être autonomes, valoriser l'engagement des autres vignerons qui sont là depuis longtemps. Voilà, donc, puis de demain, donc les solutions, en fait, les solutions qui ont été mises en avant par le gouvernement, ce n'est pas de la prise en charge, c'est de l'accompagnement, alors avec des outils qui sont quand même assez traditionnels, comme la formation, comme des rencontres entre les différents maillons de la filière, ce que vous faites aussi aujourd'hui, c'est comme et puis voilà, un renouvellement aussi dans les instances d'annulation. Soutenir des groupements d'employeurs, des solutions aussi aux problématiques de main-d'œuvre, des solutions agronomiques, solutions numériques, ils n'en ont pas forcément parlé, mais ça fait partie des solutions techniques qui peuvent attendre. Et puis le soutien aussi à l'installation. Je pense que j'ai à peu près dit. Des outils d'anticipation et des outils de veille, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi savoir ce qui se passe, avoir un peu plus d'informations sur l'avenir. Ces questions sont partagées vers les 4 profils que vous avez identifiés, où il y a quand même, comme toujours, les moteurs qui sont friands de ces solutions-là. Oui, c'est plutôt les moteurs. Et vous croyez que c'est jouable, l'enjeu de dire on va essayer de remonter le moral, de démoraliser? Est-ce qu'on, je vais être provocateur, est-ce qu'on ne perd pas du temps? Et est-ce qu'on ne devrait pas pousser les moteurs pour promouvoir la filière et permettre de se développer? Je suis un peu dur, je le sais. Oui, les deux profils les plus porteurs, et à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très néo, il n'y a pas cette culture, et un profil héritier quand même, mais qui en vit. Donc, voilà. Après, les autres, il faut quand même connaître leur avenir, c'est quand même important de savoir ce que vont devenir aussi les autres. Beaucoup ont des difficultés aussi liées à leur territoire. Hein. Si un territoire plus périurbain, là, c'est plus compliqué. Ils sont beaucoup plus pessimistes en milieu périurbain
Bon, après, il y avait d'autres en fait. Merci beaucoup. Débordé un peu. Peu de temps, il faut 5 minutes environ. Vous avez quantifié. Est-ce que votre châtiment est suffisant? Est-ce que c'est également réparti? Non, on ne l'a pas quantifié. Est-ce que c'est également réparti? Pardon? C'est du Cali, il y a 23. Elles ne sont pas forcément représentatives non plus. Donc, non, il faut faire une enquête. Dans la vie, toujours à peu près. Oui, enfin, tu vois, c'est intéressant. Là, on regarde pour ce film avec Quantique, avec Fouad Chariette, qui est professeur aussi. Interpol. De toute façon, c'est vrai, tout le monde se pose ces questions-là. Donc, on va bien. Coq, on a rangé demain. Si de questions essentielles, stratégiques pour l'avenir sur la mesure de COP, c'est une vraie problématique. Je trouve bravo, hein, c'est intéressant d'approcher ça. Le proche qualitatif, moi je viendrai dessus, si c'est disponible, parce que ça peut servir aussi notre questionnaire sur le quanti, ça peut être intéressant de collaborer là-dessus. Effectivement, je pense que ça nous met beaucoup en question, aussi en termes d'établissement de recherche, sans doute, mais d'établissement de formation. L'accompagnement de la formation, notamment pour des néo, aujourd'hui pourrait être un vrai sujet, parce que une grosse partie de l'apprentissage qui se faisait par imitation, par osmose pendant longtemps. Or là, on a le sentiment qu'il y a un saut technique, la technicité exigée aujourd'hui dans la vie, rien à voir. Et va supposer formation, enfin de suivi, et sans doute tout au long de la vie, sur laquelle je ne suis pas sûr qu'on soit déjà, je suis pas sûr qu'on n'est pas encore en ordre de marche. Je peux espérer qu'on va l'être. Pas encore complètement. La crainte, c'est des néos qui ont fait des études supérieures qui n'ont rien à voir. On a beaucoup de monde déjà comme ça. C'est-à-dire qu'avant, très honnêtement, c'est ça, quelqu'un qui a 30 ans tourné vers nous en disant moi j'ai fait je ferais bien tellement à 45 ans, 50 ans, faire un petit mass dans le sud vers la ville. Donc on disait bah, il a de la chance, ce type-là, je pourrais bien faire pareil. Voilà. Et on disait allez-y, allez voir Michel Verrier, de Vincennes, voilà, pour trouver un domaine. Aujourd'hui, ma première réaction, c'est de dire n'y allez pas. Ou alors, assurez-vous énormément, n'imaginez pas que ça se fait la vie, que ça pousse tout seul et que le vin, ça se fait tout seul. Franchement, j'aurais pas dit exactement ça il y a longtemps, mais je caricature un peu. Aujourd'hui, franchement, très attention. Vous allez indiquer la gagnante pour très technique. Ça avec les matières et et je dis que cette question, on tape complètement, même pas par le système de formation, et sans doute aussi par les entreprises membres de Vincennes, aussi parce que là, c'est très important quel accompagnement, là, vous êtes en direct, on est en direct avec les clients. Comment est-ce qu'on peut répondre à la question? Et moi, j'ai de plus en plus de demandes de gens qui rentrent en fait par le tourisme, c'est-à-dire qu'ils ont une bâtisse, ou ils achètent une bâtisse, ils décident de faire des chambres d'hôtes ou autre, et en fait, le vignoble, c'est l'accessoire. C'est-à-dire que 5 hectares leur suffit. Grosso modo, le marché, c'est vendre en direct ou à 3 restaurants au-dessus. Mais du coup, ça fait monter le prix des vignes de manière énorme. Parce que ce qu'ils achètent, c'est du bâti dans des zones touristiques ou à proximité de zones touristiques. Et j'ai pas mal de clients qui arrivent maintenant avec ce profil-là et qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt des vignerons qui voulaient une diversification. Et maintenant, c'est des gens qui ont un projet touristique et qui diversifient dans la vigne. C'est trop long parce que C'est pas regarde les bilans. Je pense que le projet touristique est intéressant que le projet. Oui. Oui, Puis moins de risques. c'est porteur de valeur. Moins de risques. Oui. La phase la vigne vient valoriser le projet touristique. Oui, vous pourrez y mettre des oliviers, des carottes. Il n'y a pas de cas, il y a des Oui. Pour faire écho à ce que disait en bien Dominique tout à l'heure sur la prospective, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a fait 4 scénarios pour le Languedoc en 2011. Le 4e scénario, c'est le no-tourisme libéral, comme ça, dans lequel on a dit en gros, dans lequel
la vigne jouera le rôle pour le développement territorial que le golf joue pour les projets immobiliers.